En cas de violence, on se retrouve avec une situation qui est tellement anormale, qui a tellement pas de sens, parce qu'on est des personnes qui, en fait, sont en fait, toutes les personnes ont une capacité d'empathie, même un bébé à la naissance, c'est-à-dire qu'on ressent, ce qui se passe chez l'autre. Donc, face à quelqu'un qui veut nous tuer, nous détruire, qui veut nous dégrader, on ressent cette intentionnalité et on a un stress qui monte. Mais théoriquement, la personne aussi qui veut nous dégrader ressent ce stress et il devrait s'arrêter face à notre détresse. Sauf que non, il continue. Et ça, c'est une situation impensable. Ça n'a pas de sens. C'est pas possible. Et ça va bloquer le cerveau, ça va entraîner une sidération psychologique qui va bloquer tout le processus de contrôle de cette petite structure qui s'appelle l'amygdale. Que se passe-t-il à ce moment-là? Il se passe un survoltage. On est comme dans un circuit électrique où tout va possiblement griller. Et qu'est-ce qui va griller? Le cœur, le cerveau. Adrénaline, c'est toxique pour le cœur à partir d'une certaine dose, ça monte. Et puis le cortisol qui est toxique aussi au niveau neurologique. Et là, il y a un phénomène qui peut s'apparenter à une disjonction qui va permettre en fait de sauver la personne qui pourrait mourir. C'est-à-dire qu'elle pense qu'elle va peut-être mourir à cause de l'agression, mais elle pense aussi qu'elle va mourir parce que ça explose à l'intérieur d'elle. Et à ce moment-là, ça va se déconnecter. C'est-à-dire que la diapo suivante, la petite structure va se déconnecter de toutes les structures neurologiques, comme le cortex, et on va le voir aussi comme l'hippocampe, qui est le logiciel de la mémoire. Quand ça se déconnecte avec des hormones, avec des produits qui sont comme de la kétamine et de la morphine, comme un cocktail, d'un seul coup, il y a une anesthésie émotionnelle. D'un seul coup, on est déconnecté de la réalité. D'un seul coup, c'est comme si on n'était pas présent dans cette réalité, comme si on était spectateur de cette réalité. C'est ce qu'on appelle la dissociation. On est déconnecté de ces émotions, mais on est déconnecté aussi de ces sensations corporelles. Ça donne un sentiment d'étrangeté, d'irréalité, qui parfois va durer pendant des semaines, des mois, voire des années. Les personnes qui sont tout le temps confrontées aux violences vont se retrouver tout le temps plus ou moins déconnectées, comme par exemple les enfants qui subissent des maltraitances au jour le jour, comme les personnes prostituées, dans le cadre de toutes les violences qu'elles subissent et de la violence elle-même que constitue la prostitution, comme dans le cadre des violences conjugales où on est continuellement exposé à la violence. Le seul moyen de survie, c'est d'être complètement déconnecté. Mais cette dissociation, elle va aussi être à l'origine, cette déconnexion, de l'empêchement, de l'enregistrement de la mémoire de ce qui se passe par l'hippocampe. Ça va être bloqué, le processus va être interrompu, et cette mémoire qui ne peut pas être intégrée, c'est ça qui va devenir la mémoire traumatique. C'est une mémoire qui nous fait comme une machine à remonter le temps, qui va nous faire revivre continuellement les violences, comme si on les revivait vraiment. C'est-à-dire qu'elle envahit, c'est-à-dire qu'on a voulu vous étrangler, de nouveau, vous pouvez commencer à ne plus pouvoir respirer. Vous ressentez à nouveau les douleurs, vous réentendez les phrases assassines de l'agresseur, vous revoyez son regard de tueur, vous avez de nouveau l'impression que vous allez mourir, vous avez de nouveau l'impression que vous allez vomir, tellement c'est violent. Et puis cette mémoire traumatique, donc, c'est qu'une machine à remonter le temps, qui nous fait revenir à cet événement-là, et qui se fait en fait sans contrôle, automatiquement, à chaque lien, chaque situation, chaque endroit, une date, une situation, une sensation, un regard de quelqu'un, une douleur, et paf, ça revient, ça envahit la personne. Mais ce n'est pas seulement la violence, on peut avoir l'impression de nouveau d'être projeté en arrière, mais ce n'est pas seulement la douleur qu'on ressent, les sensations qu'on ressent, mais c'est aussi l'agresseur, sa stratégie, ce qu'il fait, ce qu'il dit. Et c'est ça qu'il va falloir traiter. C'est cette mémoire traumatique pour, en fait, qu'elle se réintègre et pour qu'elle ne nous colonise plus. Sinon, on se retrouve entièrement colonisé par ces violences, colonisé par ces douleurs qu'on ne comprend pas, où on bascule, on switch, tout va bien, et puis d'un seul coup, on se réveille et tout va mal. C'est une date, par exemple. Tout va bien, et d'un seul coup,
on a croisé quelqu'un, on a ressenti quelque chose, et paf, on switch. Et le problème, c'est qu'il faut absolument aussi centrer sur la stratégie des agresseurs, on y reviendra, parce que les agresseurs, c'est eux qui créent la culpabilité chez la victime, la honte chez la victime, le sentiment d'indignité, d'illégitimité, tu ne vaux rien, tu n'as pas le droit de vivre, c'est de ta faute, c'est toi qui m'empêches de vivre, tu ne mérites que la mort. Et c'est ça qui va hanter continuellement la victime. Elle va être hantée non seulement par les violences, mais aussi par la mise en scène de l'agresseur continuelle qui va revenir et qui va lui pourrir la vie, qui va de nouveau la torturer. C'est une véritable torture. Et c'est là qu'il faut absolument intervenir le plus tôt possible pour empêcher ce processus-là. Et si on intervient très tôt, ça marche. Sur les enfants, ça marche très fort, ça marche très bien. Et puis ensuite, même si les personnes, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, eh bien ça marche encore. Il faut le faire, il faut absolument. Là, c'est vraiment une urgence absolue, pouvoir proposer des soins avec des professionnels formés. Ça va être notre propos. Parce qu'actuellement, ce qui se passe, c'est que les personnes se retrouvent à devoir mettre en place des stratégies de survie toutes seules, et puis elles se retrouvent avec des soins qui vont être uniquement des soins symptomatiques. Vous savez, quand vous avez une mémoire traumatique qui s'allume et que vous réentendez des phrases, vous ressentez quelque chose, vous le dites à un psychiatre qui n'est pas formé, il va dire « mais vous avez des hallucinations ». Il va vous mettre sous neuroleptique, il va vous enfermer. Il va traiter uniquement les crises d'angoisse. De toute façon, ce que la médecine considère, c'est que c'est les patients qui fabriquent eux-mêmes leurs propres symptômes en psychiatrie. Et non, ce n'est pas vrai. Ils viennent bien de quelque part et on peut les voir. Donc c'est ça qu'il faut révolutionner complètement. Qu'est-ce qui se passe pour les victimes? Qu'est-ce qu'elles vont devoir mettre en place? 2 stratégies de survie les plus importantes. Conduite d'évitement, éviter toute situation. Votre vie devient un terrain miné avec des bombes qui peuvent exploser. Eh bien, il ne faut plus mettre le pied sur ce terrain miné, c'est clair. Donc on évite de penser, on s'enferme dans sa bulle, on ne bouge plus, on contrôle tout, on ne supporte plus le moindre stress, on ne supporte plus le moindre changement. Qu'est-ce que c'est que cette vie? Et puis l'autre versant, c'est les conduites dissociantes. C'est-à-dire que si on ne peut pas ne pas éviter le terrain miné, il faut y aller. C'est comme aussi avec les soldats pendant la guerre, il faut y aller dissocier. Il faut se déconnecter pour pouvoir marcher sur ce terrain-là. À ce moment-là, c'est tous les produits dissociants, alcool, drogue. Les personnes ne s'alcoolisent pas pour rien, ne se droguent pas pour rien. Et puis les conduites à risque, les mises en danger. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe en fait? C'est-à-dire qu'on se met en danger pour faire monter le stress, pour pouvoir obtenir cette disjonction dont je vous ai parlé. C'est-à-dire que le danger, le stress extrême, la remise en scène même des violences qu'on a subies, ça permet de nouveau de disjoncter et de s'anesthésier émotionnellement. Ce n'est pas ce qu'on veut, mais c'est ce qu'on trouve pour pouvoir se sortir. C'est comme se scarifier, se couper, se taper dessus, se mettre en danger avec des situations extrêmes de toutes sortes, les troubles alimentaires extrêmes. Tout ça, ça permet de se déconnecter, de s'anesthésier. Mais ce n'est pas ce qu'on veut. L'anesthésie émotionnelle, ce n'est pas la vie. Et c'est de là aussi qu'il faut sortir les personnes. Autre chose aussi qui est vraiment importante, c'est que particulièrement dans les violences sexuelles, ce qui est terrible, c'est que d'une part, l'auteur des violences va, en fait, avec une excitation à la haine de l'autre, jouir de la violence qu'il impose à la personne. Il va, lui, se faire un shoot, en fait, pour dominer cette personne, la dégrader et s'anesthésier lui aussi de son côté. Donc, il va aussi avoir cette excitation perverse. La victime, elle va le vivre en étant totalement, justement, traumatisée, déconnectée, dissociée, et ça va s'inscrire dans sa mémoire traumatique. Et ça, c'est atroce. Parce que du coup, une victime de viol peut se retrouver dans des situations où elle voit un film, où elle est confrontée à des images, elle est confrontée à une situation, et d'un seul coup, elle va ressentir une drôle de sensation d'excitation dont elle ne veut pas. Mais ce n'est pas la sienne. Elle est colonisée par l'excitation de l'agresseur. Elle est colonisée par la haine de l'agresseur. Elle est colonisée par le mépris de l'agresseur. Et du coup, elle se voit comme ça. Elle se voit comme si sa vie ne valait rien. Eh bien, si, elle a de la valeur, sa vie. C'est l'agresseur qui a mis ça en scène. Il a menti. Ce n'est pas vrai.
tout ce qu'il a dit est faux, c'était uniquement pour pouvoir exercer sa domination et écraser la personne. Et c'est ça qu'il faut remettre à l'endroit. Quand on parlait de remettre le monde à l'endroit, c'est remettre tout ça à l'endroit, redonner du sens aux choses, recomprendre, faire des liens, sortir de situations qu'on ne comprend pas. Et c'est ce que je dis, aussitôt qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, on cherche, on trouve, on comprend. Pourquoi vous êtes mal à ce moment-là? Pourquoi vous ressentez ça? Pourquoi vous avez fait un cauchemar cette nuit-là? Pourquoi vous avez d'un seul coup cette sensation qui s'impose à vous? On essaye de comprendre. Des enfants qui ont été maltraités dans l'enfance, ils sont colonisés par la mise en scène de leurs parents. Ils sont colonisés par la violence, par les injures. Et quand on voit un petit bout de 3 ans, de 4 ans qui se met à injurier tout le monde, plutôt que de lui faire la morale, il faut chercher à savoir d'où ça sort, d'où ça vient et qui parle en lui, pour pouvoir le sortir de là. Donc c'est vraiment aussi toute cette technique qui permet de restaurer la personne telle qu'elle est. Ce que je dis souvent, c'est un peu comme si la personne, sa vraie personnalité, elle était ratatinée dans un coin, et toutes les violences et tout ce qui a entouré les violences, en fait, prend toute la place. Et nous, on va éjecter tout ça, on va la décoloniser, et tout simplement, elle va pouvoir reprendre sa place. Et elle va pouvoir réintégrer sa place dans la société, sa place dans ses émotions, dans sa perception d'elle-même, et elle va pouvoir aussi retrouver toutes ses capacités intellectuelles. Elle va pouvoir avancer à nouveau dans la vie. Et souvent, j'ai des jeunes qui ont arrêté leurs études, qui peuvent reprendre des études, même parfois universitaires, parce que aussitôt qu'ils sont débarrassés de cette mémoire traumatique, ils ne sont plus dans les conduites d'évitement, ils ne sont plus dans la dissociation, ils peuvent de nouveau se concentrer sur leur propre vie. Alors je vais vous montrer les images IRM. Alors c'est des IRM fonctionnels, ça veut dire que, en fait, ça permet de visualiser les zones qui se mettent à consommer de l'oxygène ou du glucose et qui, du coup, se colorent au moment où elles se mettent en marche. Au-dessus, vous avez quelqu'un qui n'a pas de troubles psychotraumatiques. En dessous, vous avez quelqu'un qui a des troubles psychotraumatiques. On met cette personne dans une IRM et on lui fait entendre une histoire très violente qui correspond souvent à la violence qu'a subie la personne. La personne qui n'a pas été traumatisée, elle entend ça, ou elle le voit, ça peut être des diapos, elle s'allume, c'est la stress, bien entendu, mais aussitôt, c'est ce qu'on voit, c'est tout son cerveau se met en marche pour interpréter ce qui se passe, analyser, contrôler l'émotion et se calmer. C'est ce qu'on voit. Donc, en fait, la personne va sortir, elle va peut-être vous demander des comptes, mais elle ne va pas faire d'attaque de panique, elle va pouvoir parler de ce qui s'est passé. Cette personne-là, en revanche, elle entend, mais son cerveau va se sidérer. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien, elle est paralysée. Vous savez, c'est quand on dit aux victimes, mais pourquoi vous n'avez pas crié, pourquoi vous n'avez pas appelé, pourquoi vous n'avez pas fui? Eh bien non, la personne, elle était complètement paralysée. Elle ne pouvait même pas penser. Et là, ça génère une attaque de panique. Et puis, ou une dissociation. Soit la personne, elle va sortir complètement paniquée, ou elle va être complètement déconnectée, complètement à l'ouest, perdue. En plus, quand on est déconnecté de l'hippocampe, on n'a plus de repérage temporo-spatial. Donc, on est perdu aussi dans l'espace et dans le temps. Diapositive suivante. Ça aussi, c'est intéressant. Là, vous avez quelqu'un, dans ces deux personnes, qui ont subi des violences sexuelles dans l'enfance. Une qui a été traitée, qui n'a plus de troubles psychotraumatiques, qui n'a pas de troubles psychotraumatiques, et une autre avec des troubles psychotraumatiques. Là, pareil, on les met, c'est la même chose, hein, c'est des IRM fonctionnels. Donc on les met aussi dans des IRM, on leur fait aussi entendre une histoire qui parle de leur histoire, ou on leur fait voir des images, et puis on voit que la personne qui a été traitée, son amygdale s'allume, mais elle reste dans une taille normale, et surtout on voit que son hippocampe devient vraiment très fonctionnel, très coloré. C'est-à-dire que tout s'intègre. On lui rappelle un événement de sa vie, mais elle l'intègre. C'est ce qu'on fait dans le traitement. Elle le prend, elle le métabolise. Il ne s'agit jamais d'oublier ce qu'on a vécu, hein, bien entendu. Victime, on l'est, on l'a été, on le restera, mais ce qu'il faut, c'est ne plus être envahi par les violences qu'on a subies, bien entendu. Donc elle va pouvoir gérer la situation et sortir de là
Bon, elle a été émue, mais ça va. D'autres personnes, vous voyez la différence? L'hippocampe, l'amygdale, donc la structure qui est à l'origine de la réponse émotionnelle, elle est énorme. Elle est vraiment hypersensible. Elle est très grosse. Donc elle se réactive et la personne va se retrouver avec un état de stress extrême. Et l'hippocampe, vous le voyez? Non, il n'est plus là. Plus l'hippocampe. Il est complètement déconnecté. Il est déconnecté et elle n'est qu'en face de son amygdale. Donc elle est déconnectée de l'hippocampe et aussi, on ne le voit pas, mais du cortex. Et du coup, elle ne peut absolument pas contrôler ni intégrer ce qui est en train de se passer. Elle est dans un état de stress extrême, en attaque de panique, et elle va être dissociée, déconnectée, elle va sortir, elle va être complètement perdue. Voilà. Et nous, ce qu'on veut, c'est ça, c'est créer ça. Et ça se crée, non pas avec des médicaments, mais avec la parole, avec la remise en ordre des choses, en mettant le monde à l'endroit, comme on l'a dit, en créant des liens, en retournant sur les violences, mais en comprenant ce qui se passe, en démontant, et ça c'est hyper important, la stratégie de l'agresseur, mettre le focus sur l'agresseur, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, ses mensonges, pour pouvoir se déconnecter de tout ça, de vraiment la mise en scène de l'agresseur, remettre du sens, comprendre pourquoi il s'est passé ça, qu'est-ce qu'on a ressenti, faire vraiment un travail aussi émotionnel, reprendre, réintégrer son corps, parce que le corps est aussi le lieu de toute une mémoire traumatique. Donc c'est tous ces éléments-là, et on va le voir cet après-midi, on va leur en reparler plus précisément. Et puis ensuite, c'est ne n'oublier personne. Je crois que je dois arrêter. N'oubliez surtout personne. Et ça, vraiment, c'est pour ça qu'on a la prochaine table ronde, c'est les éternels oubliés. Vraiment, ne pas abandonner les victimes, essayer d'aller les voir et de mettre en place toute une prise en charge, qui est une prise en charge globale, où vraiment, nous, ce dont on a besoin, c'est d'une véritable société solidaire qui n'abandonne pas les personnes qui subissent des violences. Voilà, merci beaucoup.